Coucou les caps, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment là qu'on n'a pas fait de vidéo Frescam où je vous demande vos nouvelles et où on discute. Et je reviens pour cette rentrée avec un nouveau bilan culturel de tout ce que j'ai lu pendant cet été, ce que j'ai vu ces derniers mois. On va pas faire une intro de 30 minutes parce que je pense déjà que cette vidéo va être longue. Donc c'est parti. Je vais pas trop parler de podcast cette fois-ci parce que j'en ai tout simplement pas à écouter cet été. On va surtout parler films, séries et livres. Principalement livres je pense. Du coup on va commencer tout de suite par cette catégorie. Donc les livres que j'ai lus cet été. Attendez, je vais vous chercher les bouquins. On a un peu lu cet été. Je suis contente, je me suis vraiment remise à la lecture. Je lisais moins ou alors je lisais dans les transports. Et là je me suis vraiment posée pour lire et c'était vraiment cool. Vous allez voir il y a pas mal de livres qui tournent autour de l'Allemagne. J'ai peut-être fait un peu une fixette cet été. Tout d'abord j'ai envie de vous parler de La Goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino. C'est un livre qu'une copine m'a envoyé par la poste. Merci à toi si tu passes par là. Et je l'ai dévoré, je l'ai vraiment trop aimé. C'est l'histoire de Rosa Sauer qui a inspiré l'histoire vraie de Margot Volk. C'était une dame qui a été goûteuse pour Hitler, donc dans les années 40, ça se passe en 43. Une dame qui est pas spécialement pour le Führer on va dire, qui se retrouve avec plein d'autres femmes à devoir goûter les plats d'Hitler. Chaque plat peut potentiellement être empoisonné, donc c'est vraiment une histoire de survie, parfois de manipulation. C'est l'histoire d'une femme qui a fait ce qu'elle pouvait en fonction des clés qu'elle avait en main. Elle se retrouve à vivre chez ses beaux-parents parce que son mari est parti à la guerre. Elle fait ce qu'il faut pour s'en sortir quoi. J'ai trouvé que c'était le portrait d'une femme qui était très inspirante, très forte. Il y a beaucoup d'entraide aussi entre les différentes femmes, évidemment toujours en fond la guerre, la question juive. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. En vrai c'est assez logique quand on y réfléchit, mais j'avais jamais pensé au fait que Hitler avait des goûteurs parce qu'il allait potentiellement être empoisonné. Il faut savoir que c'est inspiré d'une histoire vraie, mais que l'autrice n'a pas conversé avec cette dame parce qu'elle est décédée avant qu'elle puisse rentrer en contact avec elle. Donc en fait l'enjeu de ce roman c'est d'imaginer qu'elle a pu être une petite partie de la vie de Margot Volk à travers ce personnage fictif qu'est Rosa Sauer. Livre suivant, j'ai lu une pièce de théâtre cet été, Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Comme toute bonne pièce de théâtre, ça se lit en 1h30. L'histoire de deux nobles qui se retrouvent dans un mariage arrangé. Chacun pour découvrir l'autre, ils vont se faire passer pour leurs valets respectifs. Je vous spoil rien si je vous dis que tout le monde tombe amoureux de tout le monde. De toute façon ça se lit vraiment très vite, c'est une bonne pièce de théâtre. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas spécialement lire le théâtre parce qu'ils voient pas vraiment l'intérêt. Une pièce de théâtre ça se regarde je pense. J'ai lu ça parce que je l'avais sous la main. Je le conseille parce que c'est Marivaux, parce que c'est un classique et parce que ça se lit vraiment vite et c'est cool comme histoire. C'est pas le livre de l'année que je conseillerais à tout le monde de lire. Ensuite, du côté de Stand de Jacqueline Hartmann, c'est l'histoire d'Henri Chaumont. Son amie Émilienne décède et lui a laissé ses mémoires. Et il les lit et il se rend compte qu'en fait, il est pas le personnage principal de la vie d'Émilienne. Elle a eu plein de péripéties et que lui, c'est l'ami. Il aimerait bien écrire ses mémoires à lui. Il y a les moments où il raconte sa vie et les moments où on revient dans l'instant présent, son ami est déjà décédé. Alors c'est un bouquin qui a pas de chapitre. Je suis pas hyper fan des bouquins qui ont pas de chapitre en général parce que j'aime bien lire chapitre par chapitre. Mais en fait ça se lit très bien. C'est un bouquin qui a pas énormément de pages. Je l'ai vraiment dévoré. Il est un peu compliqué à lire au début parce que justement comme il raconte ses mémoires, il va parler de plein de personnes et on n'a pas forcément les clés pour comprendre qui sont ces personnes-là. Pendant peut-être les 20-30 premières pages, il y avait des choses que je comprenais pas. Ça allait très vite pour moi. Je faisais pas les liens. Au fur et à mesure ça se délie. Ça peut prendre peut-être un tout petit peu de temps à se mettre dedans. Ce qui est assez intéressant dans ses mémoires à lui, c'est qu'en fait quand on écrit ses mémoires, normalement on va être le personnage principal de sa vie. Et en fait on va se rendre compte qu'Henri Chaumont il a jamais été le personnage principal de sa vie, qu'il a toujours été l'ami, le confident qu'il a jamais été Henri Chaumont à proprement parler. Et il y a aussi une partie qui est assez marquante dans le bouquin. Il va parler de son homosexualité qu'il a refoulée toute sa vie et qui a donné la mort à un jeune adolescent. Je vous spoil rien parce que c'est vraiment sur la 4ème de couverture. Il est très tendre comme roman, c'est vraiment le roman de la vie un peu de monsieur tout le monde qui a jamais vraiment vécu sa vie comme il l'aurait voulu. Ensuite, j'ai lu Naissance d'un pont de Maëlys de Kerangal. J'ai acheté ce bouquin juste parce que c'est Maëlys de Kerangal et que j'adore cet auteur. J'ai déjà lu Réparer les vivants qui est l'un de mes romans préférés, qui est sur le don d'organes. Il sort d'une transplantation d'organes où on suit en fait tous les aspects de ce don. La famille qui doit dire adieu à ce jeune adolescent qui est en état de mort cérébrale, le côté des médecins, le côté des gens qui vont peut-être recevoir les dons. J'ai vraiment adoré ce livre, donc je vous le conseille à 3000%. Quand je suis allée dans un bouquiniste et que j'ai vu Naissance d'un pont de Maëlys de Kerangal, je me suis dit ok, j'ai envie de voir si c'est l'écriture de l'auteur ou juste ce roman là qui m'avait touché en particulier, et donc je l'ai acheté. Comme le titre l'indique, en fait ça raconte la naissance d'un pont. Donc c'est dans la ville fictive de Coca en Californie où on va essayer de mettre en place un énorme pont pour redorer la ville. Oui, c'est l'écriture de cette personne que j'adore. J'ai moins accroché que Réparer les vivants, mais j'ai vraiment bien aimé. Maëlys de Kerangal fait des très longues descriptions de ses personnages. Ce que j'aime beaucoup avec sa façon d'écrire, c'est que il va décrire les événements de plein de personnages, que ce soit les chefs du chantier, que ce soit les ouvriers sur le chantier, que ce soit les gens de la mairie ou les gens qui ne veulent pas la construction du pont. On va apprendre des informations de toutes ces personnes-là. Au début, ça fait beaucoup d'informations quand même. Ouais, il va nous décrire cette personne avec autant d'insistance. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette écriture, c'est que parfois il y a des personnages qui sont décrits longtemps et en fait, ils sont là juste pour qu'un petit événement arrive et après on n'en entend plus parler. Moi, ça m'a un peu fascinée de voir l'humain derrière cette information
infrastructure qui est gigantesque, qui est en béton, qui est inhumaine en fait. Passer un très bon moment, c'est peut-être pas le bouquin que je vous conseillerais parce que bon, en vrai, c'est quand même juste un pont qui est en train d'être créé. Mais moi, j'adore la façon d'écrire de cet auteur. Je vous conseillerais plutôt Réparer les vivants que Naissance d'un pont. Et enfin, 2 bouquins de Fred Ullman. J'ai acheté le premier parce que j'ai trouvé le deuxième dans une boîte à livres et je savais pas que c'était le tome 2. J'ai fait plein de bouquinistes pour trouver le tome 1. Il se trouve que c'est l'un des livres préférés de ma petite sœur et ma sœur n'aime pas trop lire. C'est un petit bouquin qui fait 130 pages qu'elle avait lu avec l'école et elle m'a dit, quand je suis tombée sur ce bouquin là, oh my god, mais j'ai tellement aimé L'Ami retrouvée de Fred Ullman. Et quand ma sœur aime quelque chose, vu qu'elle est très difficile et qu'elle aime pas trop lire, je me suis dit ok, il faut absolument que je les lise. Ces 2 bouquins là se passent en Allemagne pendant la montée au pouvoir d'Hitler. Donc c'est l'histoire de 2 garçons qui fréquentent le lycée de Stuttgart en Allemagne. Ils ont tous les 2 16 ans. L'un s'appelle Hans Schwarz, fils d'un médecin juif, et l'autre s'appelle Konrad Graf von Hohenfels. Graf von Hohenfels, c'est ça, qui est issu de la noblesse allemande. Ces 2 garçons sont dans la même classe et vont se lier d'amitié tout simplement. Il ne faut pas oublier du coup que c'est la montée au pouvoir d'Hitler, que l'un est issu de la noblesse allemande et que l'autre est juif. Certes, lui n'a pas la foi, il va vivre des événements qui vont faire que de toute façon il pense que Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, ces événements horribles ne pourraient pas arriver. Et à l'inverse, ce garçon de la noblesse allemande, lui, est catholique. C'est une histoire qui est assez tendre et assez dure. La fin est vraiment brutale en tout cas. J'ai lu d'une traite, ça se lit en, allez, en quoi, 2 heures et ça prend aux tripes. Je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. C'est assez intéressant de voir la montée d'Hitler du point de vue de 2 enfants parce qu'en fait, c'est pas un bouquin qui traite de l'Allemagne nazie, pas du tout. C'est vraiment un bouquin qui traite d'une amitié, presque d'un acte manqué parce que ils sont pas issus du même monde, que leurs parents vont pas forcément les laisser se fréquenter et malgré tout, c'est 2 personnes qui ont une profonde tendresse et une profonde affection l'un pour l'autre. En filigrane, il y a la montée d'Hitler. En filigrane, il y a cette répression contre les personnes juives. La dernière phrase du bouquin et moi, elle m'a fait pleurer quoi. En fait, ah putain, il m'a pris au trip ce con. Je vais pas pleurer pour un bouquin, je suis complètement folle moi. Marine. Ça m'a tellement déchiré de voir l'acte manqué qu'était une telle amitié. C'était vraiment 2 enfants de 16 ans et ça aurait pu être les meilleurs amis du monde, ils auraient pu avoir la meilleure vie et il y a eu l'Allemagne nazie. C'est un âge où on se construit quand on a 16 ans, ils se comprennent très bien et on comprend à quel point ils tenaient l'un à l'autre, à quel point ils se sont construits ensemble et ils ont influé sur les idées l'un de l'autre. Ensuite, dans ce bouquin, il y a la lettre de Konrad et pas de résurrection s'il vous plaît. La lettre de Konrad, c'est la suite de L'Ami retrouvée. La lettre que Konrad va écrire à Hans avant qu'il se passe quelque chose. Je peux pas vous dire, bon après si vous voulez lire L'Ami retrouvée et la lettre de Konrad, vous allez lire la 4ème de couverture et savoir ce qui arrive à Konrad, mais moi je ne veux pas être la personne qui vous le dit parce que ça a été l'élément marquant dans la fin de ce bouquin. En gros il arrive quelque chose à Konrad et ça va prendre un petit moment et donc avant que cet événement arrive, il va écrire une longue lettre à Hans où il va se livrer à lui. C'est un peu comme L'Ami retrouvée du point de vue de Hans où il raconte son amitié avec Konrad et comment ça l'a construit, quel impact ça a eu sur lui, quelle était sa vision de l'amitié qui était très profonde. Dans ce bouquin là c'est Hans qui parle et dans celui-ci du coup la lettre de Konrad ça va être du point de vue de Konrad et on va revivre le début de leur amitié. Mais il y a beaucoup de romans qui font ça, par exemple je sais que je vais comparer ça à des livres de cul. After, normalement tous les tomes sont du point de vue de Tessa. Après elle a sorti une série de bouquins qui étaient du point de vue d'Ardine et on revit le début de leur relation. Et bah là c'était le même principe sauf que c'était mieux parce que c'est pas des romans de cul. Je me livre beaucoup trop. La lettre de Konrad c'est le récit d'une personne qui sait qu'il va lui arriver quelque chose de tragique et qui se raccroche à ses bribes de souvenirs, qui veut laisser sa trace et qui veut aussi se justifier parce qu'il a peur. C'est vraiment le récit du désespoir. Konrad veut vraiment se faire pardonner de Hans, lui faire comprendre à quel point il l'a aimé, à quel point il l'a chéri, à quel point c'était son ami. C'est pas vrai mais pourquoi ils font des travaux quand je filme? Laissez-moi tranquille! Enfin, pas de résurrection s'il vous plaît. Pour Fred Ullman, c'est aussi la suite de L'Ami retrouvée. Ça raconte l'histoire de Simon Hélas, qui était dans le même lycée que Konrad et Hans, qui était d'origine juive, qui s'est exilé aux États-Unis pendant des années et il ressent le besoin de retourner en Allemagne, de retourner à Stuttgart pour essayer de retrouver son premier amour. Et il sait pas pourquoi il y va vraiment. Il se retrouve dans cette ville où tout a changé, mais en même temps tout est un peu resté pareil. Même si Stuttgart, il faut savoir que c'est une ville qui a été beaucoup détruite pendant la guerre. Il va voir son amour d'enfance, qui se souvient plus trop de lui. La raison principale pour laquelle il y va est finalement assez décevante. Il se retrouve dans cette ville, il erre et il se retrouve dans un café. Il tombe malheureusement sur un ancien camarade de classe qui va le traîner malgré lui dans une réunion d'anciens élèves. Et cette réunion, elle va un petit peu virer au drame parce que Simon hélas est d'origine juive, il a dû quitter l'Allemagne. Certains de ses camarades de classe ont fait des choses, notamment un qui a été commandant SS. Et donc ils ont participé à la solution finale qui a tué des millions de juifs. Simon hélas, lui il est pas là pour faire des vagues à la base. Il est là parce qu'on le force un peu à être là et à un moment donné on lui donne la parole et il explique simplement que
qu'il peut pas être à l'aise ici parce qu'il y en a ici qui ont du sang sur les mains. Et ce que j'ai vraiment aimé avec ce récit, c'est que on sait qui a raison, on sait qui sont les innocents, on sait qui sont les coupables, mais on laisse la voix aux coupables d'essayer de se justifier. Maladroitement certes, des justifications qu'on peut pas forcément entendre, mais on leur laisse la parole. Et faut pas oublier qu'en fait, des Allemands qui ont été nazis, il y en a eu plein, ils étaient pas tous mauvais, ils étaient pas tous au courant de ce qu'on faisait aux juifs. J'ai trouvé que c'était un récit qui était plein d'humilité, qui essayait de donner la parole aux deux versants de l'histoire, même si on sait qui sont les innocents et qui sont les coupables. Et pas de résurrection s'il vous plaît, c'est une phrase qui est écrite dans le récit, et si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi elle a toute son importance. J'en ai terminé avec les livres que j'ai lus cet été. Il faut aussi savoir que j'ai vraiment fini Little Women et que finalement, je vous le conseille pas forcément. Je l'ai lu parce que c'était un roman culte. Je l'avais lu un peu par orgueil en me disant, oh, moi j'aurais lu ce livre dont on parle dans certaines séries, dans certains films. Et en vrai, je me suis fait chier, j'ai mis des mois à le finir. En vrai, le rythme est très lent. On est sur du 700 pages et pendant les 300-400 premières pages, on n'avance pas très vite. Ça commence à avancer à partir de la moitié du bouquin. Il se passe pas non plus 1000 trucs. Du coup, je vous le conseillerais peut-être pas forcément. J'en avais parlé dans mon précédent bilan culturel et je vous avais dit, ouais, en vrai, je vous le conseille. Après mûre réflexion, non, c'est pas le meilleur livre que je vous conseillerais. Hop, on passe au film que j'ai vu. Tout d'abord, j'ai vu Cherry avec Tom Holland. Si vous ne le savez pas, je suis complètement amoureuse de cet homme. C'est un film Apple TV. Pour vous la faire assez courte, c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve enrôlé dans l'armée américaine et donc il va vivre l'horreur de la guerre, il va perdre les gens auxquels il s'était attaché, des soldats qui étaient devenus ses amis, et quand il rentre aux États-Unis, il est bousillé en fait. Il va pour contrer ça se plonger dans la drogue et emmener avec lui la personne qu'il aime le plus, la personne avec qui il est en train de construire sa vie. Il va passer de jeune homme très respectable à junkie et pour se financer ses drogues, il va faire des choses de plus en plus terribles. Ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'il brise souvent le quatrième mur. Il va y avoir des regards caméra où l'acteur s'adresse à la caméra et c'est quelque chose qu'on voit en général assez rarement au cinéma et qui est parfois très dur pour un acteur parce que justement tout l'enjeu quand on est au cinéma c'est de ne pas regarder la caméra parce que la caméra est spectatrice de la scène qui se passe et là en fait il s'adresse au spectateur par le biais de sa caméra à différents moments de sa vie. Le film commence directement à l'un des moments assez marquants de sa vie après qu'il soit parti à la guerre. Après on va retracer tout son parcours, donc c'est un film qui est basé sur beaucoup de flashbacks en fait finalement. J'ai beaucoup aimé, vraiment le casting est très bon. J'ai trouvé l'actrice qui joue avec Tom Holland vraiment très forte aussi. Au début du film je l'exécrais un petit peu, je me disais mais pourquoi tu es si froide. J'ai vu Luca sur Disney+, donc qui est un film d'animation. J'ai vraiment bien aimé, comme d'habitude c'est incroyablement beau. Il y a une lecture LGBT qui peut être faite au travers de la relation amicale, possessive entre les deux personnages principaux que sont Alberto et Luca. Luca est une créature marine qui se retrouve à la surface et qui va se mélanger aux humains. J'ai trouvé la morale de ce dessin animé très belle puisque c'est simplement le fait que parfois on est différents. Certains nous accepteront, certains nous accepteront pas. Je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment cool. Le regardez peut-être pas en VF. Les dialogues entre Luca et ses parents, on dirait vraiment un mauvais doublage de Tellement Vrai. J'ai trouvé le texte assez mal écrit. Je sais pas pourquoi, mais au début ça m'a dérangé. Quand Luca rencontre Alberto, qui deviennent amis, à partir de ce moment-là, ce sentiment m'a quitté et ne m'a plus dérangé. Ensuite, j'ai vu enfin Parasite. Donc c'est l'histoire d'une famille coréenne qui va s'infiltrer chez des personnes plus riches et ça montre l'inégalité des classes en Corée du Sud. Il y a deux moments où il y a des plot twists qui sont très violents, on va dire. Vous comprendrez bien évidemment si vous voyez ce film pourquoi il s'appelle Parasite. Il y a des gens qui sont littéralement des parasites dans la maison d'autres personnes. Le film va donner une sacrée claque. Si vous en avez autant entendu parler, c'est peut-être parce que c'est vraiment justifié. Ensuite, j'ai regardé Seven avec Maëlle parce que j'aurais pas pu le regarder toute seule. C'est un film avec Brad Pitt, Morgan Freeman et Kevin Spacey, donc le casting est assez incroyable. C'est l'histoire de deux inspecteurs qui se retrouvent sur une scène de crime et c'est pas n'importe quel crime. De toute façon, dès que vous allez lire le synopsis du film, vous allez comprendre, donc ça sert à rien que je vous le cache. Moi, c'est parce que j'ai su que c'était par rapport à ça que j'ai voulu absolument regarder ce film. S'il s'appelle Seven, c'est parce que ça raconte l'histoire d'une série de meurtres qui sont liés aux 7 péchés capitaux. C'est l'histoire de deux détectives qui se retrouvent à traquer un criminel qui tue des gens. C'est du coup une chasse à l'homme. Le meurtrier, donc on va vite comprendre qui c'est. En fait, finalement, ça se passe assez vite. C'est un film où il y a beaucoup de scènes qui sont suggérées, mais qui sont très violentes et vraiment dégueulasses. Genre qui sont vraiment gore. Moi, il y a des moments où je pouvais pas regarder, quoi. Ça m'écœurait trop. Il y a vraiment des crimes qui étaient horribles, quoi. Des meurtres qui sont de la barbarie pure et dure. J'ai quand même passé un bon moment devant. La fin du film est très difficile à prédire. En fait, le meurtrier est vraiment un énorme psychopathe qui pense qu'il fait les choses, bien évidemment, pour le bien commun, comme beaucoup de meurtriers un peu psychopathes finalement. Je vous conseille ce film. Et enfin, c'est deux films que j'ai été voir au cinéma. Tout d'abord, Drunk, dont vous avez peut-être entendu parler, donc ça se passe au Danemark. C'est l'histoire de plusieurs professeurs qui veulent faire une expérience sociale par rapport au taux d'alcoolémie dans le sang. En fait, à partir d'un certain taux d'alcoolémie, normalement, je crois que c'est 0,5 g d'alcool dans le sang, on est censé être à notre axe pour être sociable. Leur intérêt, c'est de maintenir ce taux à ce degré-là pour voir si ça va leur permettre de s'améliorer dans leurs relations sociales. Donc évidemment, c'est un film qui tourne autour de l'alcool. Vous regardez la bande-annonce, vous allez vite comprendre qu'évidemment, ils
ils vont pas rester à ce taux-là, qu'ils vont l'augmenter pour voir les effets que ça va avoir. Vraiment, ça ramène beaucoup de problèmes et ça va mener à des événements tragiques. J'ai beaucoup aimé la relation entre les différents personnages, entre tous ces collègues de travail qui sont des amis aussi, qui s'aident, qui prennent soin les uns des autres. Et j'ai vraiment particulièrement été touchée par la scène de fin. Vous écouterez la musique What a Life, mais la scène de fin est vraiment touchante. Bon, j'étais en larmes. Est-ce que mes larmes ont vraiment beaucoup de valeur, sachant que je pleure très souvent? Je l'ai trouvée vraiment très belle et assez puissante. Faut savoir que je suis allée le voir avec mes deux meilleures amies. Lulu n'a pas spécialement aimé le film. Pour lui, c'était un peu long. Il avait pas spécialement réussi à rentrer dedans, à empâtir avec les personnages. Moi qui est très empathique, j'ai bien réussi à rentrer en empathie avec les personnages. Moi, je vous le conseille. Et enfin, le dernier film que j'ai vu le plus récemment, c'est Désigné coupable. C'est l'histoire de Mohamedou Ould Slahi, qui est un Mauritanien. Ça se passe après les attentats du 11 septembre. On a besoin d'un coupable parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans ces attentats. Pour avoir été au musée du 11 septembre à New York, c'est très dur de s'imaginer que c'est vraiment arrivé. T'as un moment du musée où t'as des téléphones et tu peux entendre en fait les dernières conversations que certaines personnes qui étaient dans l'avion ont eu avec les membres de leur famille. Ça a évidemment profondément marqué les États-Unis. C'est ce qui les a lancés vraiment la lutte contre le terrorisme. Quand des événements comme ça aussi tragiques arrivent, t'as besoin d'un coupable et donc les États-Unis se sont évidemment lancés à la recherche de ce coupable et ont donc arrêté énormément de personnes. Dans la prison de Guantanamo où le film prend place, il y avait 749 détenus qui sont restés enfermés pendant des années en attente de jugement. Pour certains, il y avait très peu de chefs d'accusation contre eux. En tout cas, ce film... Oh, mais il faut que j'arrête de pleurer, dis donc. C'est un film qui m'a pris au trip. Il faut savoir qu'après la séance au cinéma, j'ai continué à pleurer pendant, je pense, 10 bonnes minutes où je tremblais, où j'étais vraiment pas bien. Parce qu'il y a quelque chose que je supporte très mal, c'est les scènes de torture. J'ai vraiment énormément de mal, et encore plus quand il y a une histoire d'injustice en fond. On comprend rien à ce que je dis, c'est tellement décousu, j'ai du mal. Ce film se passe donc aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, passe principalement dans la prison de Guantanamo à Cuba. Et donc ça va être l'histoire de Nancy Hollander, qui est une avocate, qui va prendre la défense de Mohamedou Ould Slahi, qui est donc un détenu de cette prison, qui est considéré comme étant le cerveau des attentats du 11 septembre. C'est le combat d'une avocate contre la justice américaine qui détient des personnes dans une prison alors qu'ils n'ont pas de chef d'accusation contre eux. Et comme c'est un film qui dénonce une histoire vraie, il y a des moments du film où on est replongé dans la réalité, donc on va avoir un écran noir et des informations, des dates qui sont la réalité. Il y a 749 personnes qui ont été détenues et qu'en fait il y a 3 personnes qui ont été jugées coupables et Mohamedou Ould Slahi a été détenu pendant 14 ans. On a aussi un personnage qui est très intéressant, un Marines, qui à la base veut absolument condamner Mohamedou Ould Slahi parce qu'il considère qu'il est impliqué dans les attentats du 11 septembre et lui il a perdu quelqu'un dans ces attentats. Tout ce qui est en tort, c'est la justice qui fait mal son boulot parce qu'ils ont absolument besoin d'un coupable, donc ils vont le chercher et ils vont faire avouer un homme innocent, un innocent qu'on a désigné coupable. Ce qui m'a vraiment achevé, c'est qu'à la fin du film on voit les vraies personnes. D'ailleurs Mohamedou Ould Slahi a écrit un livre qui s'appelle Les Cahiers de Guantanamo que je prévois de lire, même si je sais qu'il y a énormément de parties du livre qui sont illisibles parce qu'elles ont été censurées, qu'il y a des pages qui sont recouvertes de blocs noirs et en fait c'est le récit de son histoire qu'il a écrit quand il est dans la prison de Guantanamo. Je suis tellement inspirée par cet homme qui a une résilience incroyable. Évidemment il a repris sa vie, il a été libéré. Je pense que c'est le film que je vous conseille le plus de tous les films dont je viens de parler. C'est aussi pour ça que j'ai voulu finir par celui-là. Enfin, les séries. Il y a 3 séries dont j'ai envie de vous parler. 2 séries et un épisode on va dire. La première c'est Lupin. J'ai fini la deuxième moitié de la saison 1 et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai complètement accroché au personnage de Lupin. J'aime beaucoup les séries comme ça qui sont un peu à suspense. Il y a beaucoup de manipulation. Il y avait aussi beaucoup. C'est quelqu'un de très intelligent, très stratège et du coup j'ai passé un très bon moment devant. J'ai pas grand chose à ajouter dessus et j'ai déjà beaucoup parlé. Ensuite j'ai pris un abonnement Salto pour regarder l'épisode pilote de Friends. Si vous le savez pas, je suis une grosse fan de Friends. Comme toutes les personnes qui regardent Friends, je suis la meuf qui fait toujours des références à Friends et qui a regardé la série 18 fois, on sait pas pourquoi. C'est ma série confort, c'est la série que je mets quand j'ai besoin d'avoir un fond dans ma maison, dans mon appart, ma maison. Redescends, tu vis dans un KGB. Et donc je ne me voyais pas ne pas regarder l'épisode pilote de Friends qui m'a mis évidemment dans tous mes états. C'est vraiment des acteurs qui ont une profonde alchimie, on le voit, et j'ai passé un super moment devant ce dernier épisode. C'est l'épisode qu'il fallait, c'est pas un épisode fictif où on sait ce qu'ils deviennent ou quoi. C'est vraiment juste cette réunion entre les différents acteurs et on va replonger dans certains souvenirs. Et j'ai passé un super moment devant, donc si vous êtes un fan de Friends, évidemment je vous conseille à 30 000% de voir cet épisode. Et enfin, la dernière série que j'ai regardée, c'est une série que j'ai dévorée sur une nuit. Ça s'appelle Mixed, c'est sur Amazon Prime Video et c'est une série française qui retrace l'arrivée des jeunes filles dans le lycée Voltaire en 1963. L'arrivée en fait des filles et les chamboulements que ça va provoquer dans ce lycée de garçons. Si je dis pas de bêtises, il y a 11 filles qui arrivent, ce qui est pas énorme en soi, hein, et une institutrice qui devient contractuelle là-bas, qui se retrouve à devoir s'intégrer parmi tous ces professeurs qui sont masculins, et une professeure, Madame Guiraudot si je ne dis pas de bêtises, qui est cette vieille pie qui est très autoritaire, et je pense que c'est aussi parce qu'elle a dû être autoritaire pour s'affirmer en tant que femme dans une école de garçons. J'ai trouvé cette série vraiment très touchante. On se rend bien compte que les mentalités sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'est très difficile pour les filles de s'intégrer, elles vont être discriminées par leurs professeurs, elles vont être ridiculisées, elles vont être obligées de désirs sexuels également par ces garçons qui sont en pleine
l'ébullition hormonale. Il y a aussi la question LGBT qui est abordée au travers d'un personnage lesbien. Enfin, c'est un enjeu tellement important qu'on est obligé de se cacher, qu'il faut pas qu'on sache qu'on est homosexuel. C'est une série adolescente évidemment. On suit les amourettes d'adolescents et aussi tous leurs enjeux d'avenir. Ils préparent l'examen du baccalauréat, qui est un examen très important. Dans les années 60 évidemment, il n'y avait pas autant de bacheliers qu'aujourd'hui, encore moins des filles. On leur fait comprendre que bon, c'est moins important qu'elles aient leur diplôme que les garçons, que c'est déjà une chance qu'elles soient là au lycée. On va avoir tendance à se dire bon bah s'il y a un problème c'est pas grave, au pire on peut dire aux filles de ne plus venir au lycée. C'est une série de 8 épisodes qui se regarde très vite. Évidemment on va suivre aussi le parcours des professeurs, du proviseur, du secrétaire général, etc. Voilà, c'est l'une des séries préférées de Lucas. Il est complètement amoureux de Baptiste Masseline et moi également. Il n'y a pas à être beau comme ça en fait. Très bonne raison de regarder cette série. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de podcast à vous proposer. Si ce n'est Passage, dont j'ai écouté quelques épisodes et qui est le même principe que Transfert. C'est donc des personnes qui vont raconter leur histoire. Et moi j'aime beaucoup les podcasts de récits comme ça. Et si c'est des podcasts de plus de 30 minutes, moi il faut que ce soit des récits parce que sinon je décroche, je m'emmerde. Voilà. Et bien voilà. Qu'est-ce que j'ai parlé? J'ai plus de salive. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Si vous l'avez déjà faite cette semaine, eh bien j'espère qu'elle s'est très bien passée. Ma rentrée c'est lundi. Pas ma rentrée à l'école mais c'est ma rentrée au travail parce que du coup je suis en alternance cette année. J'espère que ça se passera bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. On est bientôt 1800, c'est incroyable. Pourquoi on est autant? Moi j'adore. Merci beaucoup de me suivre, ça me fait tellement plaisir. Merci à toutes les personnes qui me suivent aussi au quotidien sur Instagram, juste ici. Il y en a, vous êtes en train de devenir mes copines. C'est quelque chose quoi, c'est quelque chose. Ça fait déjà 1 an du coup que je suis régulière sur YouTube. Ça m'a tellement apporté, je suis tellement contente. Ah, c'est un moment émotion. De toute façon ça a été la vidéo émotion, j'ai fait que chialer en parlant de films et de bouquins. Concentrez la 35 secondes. On se retrouve la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.